Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cet Amphi pour tous, aujourd'hui à l'Université Savoie-Mont-Blanc, au sein de notre présidence, pour vous parler de la santé mentale en 2025, avec des enjeux pour comprendre, agir, mais aussi prévenir. Pour démarrer, je tiens à signaler que je n'ai pas de conflit d'intérêts, en termes notamment conflit d'intérêts financiers personnels relatifs à cette thématique. Et je souhaite dire aussi en propos introductifs qu'il s'agit ici de présenter un certain nombre de choses sur la santé mentale. Évidemment, on ne pourra pas tout aborder dans le temps que nous avons aujourd'hui. Je vais vous présenter les éléments aujourd'hui utilisés dans la recherche et l'accompagnement en santé mentale. Évidemment, cette présentation s'inscrit pleinement dans le cadre du cycle Les Amphis pour tous, donc il n'y aura pas d'avis professionnels sur des situations personnelles, pas de démarche diagnostique ou de thérapie de groupe ce soir. Un principe fondamental de bienveillance vis-à-vis aussi des questions, des interrogations que vous pourrez avoir juste après. Et puis je souhaiterais dire aussi, avant de démarrer, cette chose extrêmement importante. Parler de la santé mentale et parler de certaines situations de santé mentale peut nous renvoyer à des choses parfois difficiles pour vous ou pour des proches. Vous allez le voir avec l'exposé dans un instant. On parle de choses assez fréquentes et parfois assez qui peuvent être, en tout cas dans certains cas, invalidantes. Et il est important que chacune et chacun garde à l'esprit que de l'aide professionnelle existe. Alors au menu de votre amphi, je vous propose de faire un petit voyage des concepts de santé en général jusqu'à la question de la santé mentale, parler de cette santé mentale en tant que grande cause pour 2025, en clin d'œil à un titre de livre ou de film, voir qu'il y a différentes facettes, différentes nuances, peut-être pas loin de 50 nuances de santé mentale, parler ensuite des risques et des déterminants, et puis cette notion importante du soin, de la prévention et de la promotion santé. Alors en ce qui concerne ce chemin que je propose de faire dans le domaine de la santé pour ensuite aller plus spécifiquement sur les questions de la santé mentale, on va se poser une question qui est celle de savoir ce que signifie être en bonne santé et ce qui participe à la définition du concept de santé. Et je pense qu'on sera un certain nombre de personnes assez d'accord sur le fait que derrière l'idée de la santé, il y a un sous-entendu, c'est celui d'être en bonne santé, et que l'idée d'être en bonne santé renvoie beaucoup à l'idée de ne pas souffrir d'une maladie. Le chirurgien et physiologiste Le Riche disait que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Et on voit cette idée qu'être en bonne santé, c'est effectivement ne pas avoir de soucis de santé. Et vous avez ici une assez bonne illustration que le concept de santé peut être très vite, très souvent associé à une notion de santé physique, santé somatique, et pas spécialement de santé mentale. Un peu plus tard, dans le début du XXe siècle, et notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a un concept qui est proposé et qui va intégrer le préambule constitution de la santé proposée par l'Organisation mondiale de la santé, notamment à travers son premier directeur au sein de l'OMS, Brock Chisholm, en disant que la santé est à comprendre comme un état de complet bien-être qui a différentes facettes, qui a plusieurs dimensions physiques, mentales, mais aussi sociales. Donc déjà, ça nous dit quelque chose de ce qu'on peut considérer comme étant la santé. Ça recouvre différents domaines. Et que cela ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En gros, si on le reformule, être en bonne santé, c'est pas seulement reconnaître et peut-être se satisfaire d'une absence de maladie, c'est aller au-delà. Arrive ensuite la notion de santé mentale en tant que telle, qui est envisagée comme la capacité d'un individu à établir de bonnes relations avec les autres et à s'adapter activement à son environnement et aux changements qui existent dans son environnement, avec une notion d'environnement
qui est à comprendre de manière assez large, multiple, pourrait-on dire, à la fois naturelle, physique, mais aussi interpersonnelle, sociale, sociétale. Aujourd'hui, si vous cherchez les définitions contemporaines, et c'est notamment ce qu'on retrouve à nouveau du côté de l'Organisation mondiale de la santé, la santé mentale renvoie à un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, peut surmonter les tensions courantes, les tensions normales de la vie, et accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Pour décrypter très rapidement cette définition, on voit une idée forte dans cette notion de santé mentale, qui est celle de trouver sa place dans son environnement social, dans la société, dans son groupe. C'est pouvoir se réaliser, c'est évidemment faire face aux difficultés, mais on le voit aussi, il y a une certaine idée ici de pouvoir participer à une production, à la vie de la communauté, à tout un système, ce qui peut aussi amener un certain nombre de réserves, voire de critiques, qui sont à prendre en considération, évidemment, sur ce qui est au cœur de cette vision de la santé mentale. Alors cette santé mentale dont vous venez entendre parler sur cet Amphi pour tous en 2025 est en lien avec la notion de grande cause, qui, je pense, ne vous aura pas échappé. Alors, on en parle depuis un certain nombre d'années, le fait de faire de la santé mentale une grande cause, avec un enjeu important qui est celui de conserver le souci, conserver les actions pour la santé mentale en dehors de cette grande cause. Il y a eu un grand nombre de grandes causes qui ont déjà été mises en avant ces derniers temps. Peut-être que vous vous souvenez de certaines grandes causes, celles qui peuvent concerner le cancer, celles qui peuvent concerner par exemple l'autisme. Puis il y a des grandes causes dont on se souvient un petit peu moins, comme celle du sauvetage en mer, pour ne citer que celle-ci. Alors l'idée, là, évidemment, serait d'avoir une grande cause nationale avec un engagement fort au niveau sociétal, au niveau du système de santé, au niveau de la recherche, au-delà du 31 décembre de cette année 2025. Politiquement, c'est devenu une priorité, c'est devenu quelque chose d'identifié. Vous avez un Premier ministre qui, à un moment, a indiqué que la santé mentale, notamment des jeunes, devait être une très grande priorité. Et puis un autre Premier ministre, qui lui a succédé assez peu de temps après sa prise de fonction et sa déclaration, a dit dans son discours de politique générale, eh bien, pour 2025, la santé mentale sera une grande cause, avec un plan d'action qui reprend en grande partie ce qu'une partie de la communauté scientifique, une grande partie ce que les professionnels de santé et surtout aussi, n'oublions pas de citer, les personnes concernées et leurs proches, ont identifié comme étant des défis à relever. Et puis un autre Premier ministre qui lui a succédé a conservé évidemment cette idée pour 2025 d'avoir une santé mentale en tant que grande cause. Alors, en termes de perception de la santé mentale, en termes d'opinion, aussi en termes d'indicateurs épidémiologiques, je vous propose de reprendre quelques informations pour essayer de situer, je l'espère un peu mieux par la suite, les enjeux. En France, près de 53% des personnes déclarent être directement ou indirectement concernées par un trouble de santé mentale. En d'autres termes, plus d'une personne sur deux, pour elle-même ou pour quelqu'un dans son entourage, rapporte être concernée par une problématique de santé mentale. En d'autres termes, on est là face à une problématique de santé qui n'est absolument pas rare ou confidentielle. Au contraire, vous voyez, ça peut concerner un grand nombre d'individus. Par ailleurs, 7 personnes sur 10 vont indiquer que la santé mentale leur semble toujours être un sujet tabou. Et peut-être là, y a-t-il quelque chose qui constitue un axe de travail important? La problématique est majeure dans ce qu'en rapportent les individus, en ce qu'en rapporte l'opinion publique, en ce qu'en rapportent également des indicateurs de santé, des indicateurs épidémiologiques. Pour autant, ça n'a pas l'air simple de parler de la santé mentale. Autre élément, notamment cette fois-ci produit par les ministères sociaux, notamment le ministère en charge de la santé, il est estimé que 15% des
personnes âgées de 10 à 20 ans ont besoin de soins ou de suivi pour des problématiques de santé mentale, ce qui représente une part très importante de la population. Enfin, autre élément bien connu aussi de notre système de santé, en France, on estime que près de 8% des personnes âgées de 15 à 85 ans ont souffert d'un trouble qui s'appelle la dépression au cours des 12 derniers mois. Basé sur l'ensemble de ces indicateurs et à nouveau sur ce que toute une communauté, voire même plusieurs communautés ont essayé de mettre en évidence comme étant un véritable enjeu de santé publique, voici une grande cause nationale en 2025 qui a pour objectif majeur de lutter contre la stigmatisation, donc de mettre en œuvre une déstigmatisation. Il y a énormément de manque de connaissances sur les problématiques de santé mentale. Et quand certains individus ont des connaissances, parce que certains individus peuvent très clairement mettre en évidence qu'ils ne connaissent pas grand-chose et qu'ils aimeraient en savoir davantage sur ce qu'est la santé mentale, eh bien pour un grand nombre d'individus, il y a des connaissances qui sont erronées, avec un certain nombre de préjugés, de stéréotypes, évidemment colorés de manière négative, qui sont à regarder de très près parce qu'ils sont parmi les freins principaux à la prise en charge. Ils sont liés au fait que des personnes ou leur entourage va hésiter ou être retardé dans l'accompagnement d'une situation qui peut être parfois une situation de crise ou qui peut être une situation qui va à plus long terme impacter l'état de santé de la personne, et nous y reviendrons sur différentes facettes de l'état de santé. L'enjeu, c'est donc celui aussi de la prévention et du repérage précoce, de l'accès aux soins, avec des soins de la meilleure qualité possible, basés sur les meilleurs niveaux de preuve, sur ce que la science aujourd'hui nous permet d'envisager, mais aussi avec le fait que ces meilleurs dispositifs possibles soient accessibles. Donc il y a une question aussi d'inégalité en santé, notamment au niveau territorial, qui est majeure. Et puis les questions de l'accompagnement des personnes, notamment l'accompagnement sur un versant personnel concernant les projets de vie, quelque chose, on y reviendra également, qui va au-delà des problématiques de santé et des indicateurs purement médicaux. Pour compléter cet état des lieux, je voudrais citer auprès de vous une étude, celle de Lady et collaborateurs, qui, publiée en 2023, a proposé une estimation du coût économique et social des problématiques de santé mentale en France, et qui nous indique que le coût économique et social est évalué annuellement à 163 milliards d'euros. Et ce coût, qui a été mis en évidence dans cette recherche publiée en 2023, porte sur des données qui datent de 2018, des données qui étaient consolidées et accessibles, qui sont comparées à celles qui étaient disponibles et qui ont été publiées précédemment, notamment en 2007, et on constate que les problématiques sont devenues de plus en plus importantes ici au niveau du coût. Quand on regarde l'impact des problèmes de santé, on va identifier qu'un grand nombre des problèmes de santé sont associés à des problématiques de santé mentale. Et on identifie notamment que 5 des 10 causes d'invalidité sont liées à des problématiques de santé mentale. De manière globale, il est aussi identifié dans cette étude, dans d'autres, c'est un chiffre relativement stable et fréquemment retrouvé, qu'à peu près 27% de la population, ce qui correspond à ce que vous avez peut-être déjà entendu évoquer, une personne sur 4, une personne sur 5, est concernée par des problématiques de santé mentale. Enfin, puisqu'on est aussi dans le souci de l'aspect économique, en Europe, il y a une estimation du coût à 4% du PIB, cela renvoie à peu près 600 milliards d'euros. Et les organisations en charge du travail indiquent que, par exemple, en France, le coût de la santé mentale sur le travail est estimé à 2,7 milliards d'euros. Un point auquel vous avez peut-être été vigilantes et vigilants, c'est que cette publication scientifique qui date de 2023 est basée sur des données qui datent de 2018, donc des données antérieures à la crise sanitaire,
aujourd'hui, tout l'enjeu est de savoir quel est le poids, quel est le fardeau aussi, pour réemployer un terme de santé publique, des problématiques de santé mentale, avec une hypothèse et puis quelques projections qui semblent en quelque sorte soutenir cette hypothèse, que sur des données de 2018 à aujourd'hui, 2025, la problématique ne s'est pas vraiment stabilisée, voire avec l'effet des crises sanitaires, Covid-19, crise énergétique, crise politique, géopolitique, crise aussi environnementale et climatique, la santé mentale peut être davantage fragilisée et représenter un coût pour les systèmes de santé, par exemple, et plus globalement pour les populations. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre tout ce que l'on peut retrouver derrière la notion de santé mentale. Et à travers ce que j'ai déjà pu aborder jusqu'ici, probablement avez-vous remarqué que l'on parle beaucoup, jusqu'à présent, de troubles ou de perturbations. On a même évoqué quelque chose qui s'appelle la dépression. On a évoqué des causes d'invalidité, vous aurez compris qu'on parle en fait de diagnostic. Et on va voir qu'il y a plusieurs facettes à la compréhension du terme trouble en santé mentale. Et on utilise notamment une dénomination qui est la dénomination suivante, celle de trouble psychique. Derrière la notion de trouble psychique, on aborde déjà une notion qui est celle du diagnostic, d'une maladie qui est clairement identifiée, clairement diagnostiquée. Tout comme dans le champ de la santé, autre que la santé mentale, on a des pathologies, des diagnostics qui sont caractérisés, formalisés, qui correspondent à des troubles pleinement identifiés qui vont être ensuite associés, c'est le but de tout diagnostic, à des accompagnements, à des prises en charge. Ici, on va donc parler de ce que l'on appelle des troubles mentaux ou des maladies mentales ou des troubles psychiatriques ou ce qu'on appelle également des psychopathologies, cela renvoyant a priori à la même chose. Même si peut-être pourrons-nous ici mettre en évidence, et vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure, mais peut-être que le terme trouble psychique paraît plus admissible dans la population générale, peut-être moins associé à des représentations négatives que le mot maladie psychiatrique ou psychopathologie, et qui ne sont peut-être pas complètement compris. Alors un exemple de trouble mental caractérisé, de maladie pleinement identifiée et diagnostiquée, c'est par exemple une pathologie qui s'appelle le trouble anxieux généralisé, qui va être caractérisé par un certain nombre de symptômes qui doivent être en une certaine proportion présents depuis un certain temps. Donc, par exemple, beaucoup d'incertitudes, des perturbations du sommeil, des perturbations au niveau physique, somatique, et tout cela depuis, par exemple, au moins 6 mois. Là, on est dans un trouble bel et bien caractérisé. Il existe également, dans ce grand ensemble qu'est celui des troubles psychiques, des symptômes qui composent les diagnostics, les maladies dont on vient de parler précédemment, mais qui pourraient être incomplets, c'est-à-dire pas suffisamment intense, un retentissement qui n'est pas encore généralisé, ou bien encore des critères de durée qui ne sont pas non plus suffisants. Pour autant, on va retrouver des éléments qui sont une certaine signature de la souffrance, de l'inadaptation, voire du besoin d'accompagnement des personnes. Il pourrait s'agir ici d'un individu, d'une personne qui présente un certain nombre d'inquiétudes, une irritabilité, puis une perturbation de son sommeil depuis 1 mois, ce qui ne va pas forcément être un trouble d'anxiété généralisée, ce qui ne va pas forcément être une insomnie chronique puisque c'est inférieur à 3 mois, ce qui ne va pas forcément être une dépression, un trouble dépressif, mais qui va quand même être un état de souffrance, une forme d'inadaptation que l'on doit regarder de près, même s'il n'y a pas encore de diagnostic formalisé, parce que tout l'enjeu est peut-être d'éviter que la situation se dégrade et ne débouche sur un diagnostic en bonne et due forme. Avec le même niveau de préoccupation que l'on pourra avoir dans d'autres pathologies chroniques, qui est celui d'avoir une intervention le plus tôt possible, avant que la pathologie, avant que le retentissement ne soit trop important,
l'intervention la plus précoce possible étant associée à un pronostic, à une perspective de rétablissement qui sera meilleure. Et puis dans les troubles psychiques, il y a un troisième élément que l'on peut citer, c'est l'état de crise. Donc l'état de crise, c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, en tant que crise, est quelque chose d'aigu, de temporaire, de limité dans le temps. Et des crises dans des états de santé mentale peuvent exister associés à des troubles ou indépendamment des troubles, ou peuvent aussi exister comme étant à considérer comme étant un mécanisme d'entrée dans un trouble. Mais il est fréquent d'envisager que des crises en santé mentale ne renvoient pas à un diagnostic en bonne et due forme, comme on a pu l'évoquer précédemment. Un exemple de crise, c'est une attaque de panique, avoir le souffle court, des tremblements, des perturbations du fonctionnement cardio-respiratoire, gastro-intestinal, une peur de mourir, de perdre le contrôle, de devenir fou ou folle. Et tout ça peut exister indépendamment d'un trouble ou associé à un trouble, ou peut être précurseur de l'entrée dans un trouble. Mais c'est encore autre chose que les maladies caractérisées qui sont installées depuis une certaine période pour les reconnaître en tant que telles. Alors, je souhaiterais vous montrer par exemple ce que l'on retient comme critère avec un outil qui s'appelle le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM, ou bien encore ça pourrait être avec la classification internationale des maladies qui fonctionne assez souvent en miroir du DSM. Il y a des éléments qui participent à la définition de ce qu'est un trouble psychiatrique ou une maladie mentale ou un trouble mental. On nous indique que ça renvoie à une perturbation dans le fonctionnement de la personne au niveau cognitif, donc notamment ses pensées, au niveau de sa régulation des émotions, au niveau de son comportement, ce qui est fait, ce qui est dit, et que ces perturbations reflètent l'existence de difficultés, de dysfonctionnements, de processus psychologiques ou de processus biologiques et ou de processus développementaux, donc qui font partie de la croissance, du développement de l'individu au fil du temps. Mais peut-être reformuler un peu différemment, on peut considérer l'aspect principal d'un trouble mental comme étant une perturbation des pensées, la manière dont on perçoit les choses, dont on se représente soi, dont on se représente les autres, dont on se représente son avenir, son passé, donc tout ce qui peut se passer effectivement ici en termes de fonctionnement mental et parfois même assez abstrait, qui est très en lien avec une partie de nos capacités de raisonnement et d'adaptation. Mais c'est aussi nos émotions, donc ce que l'on ressent et là également en partie comment on réagit, et puis nos comportements, ce que l'on dit, ce que l'on fait, associés à des critères de durée et des critères de retentissement ou de souffrance pour soi, voire également, on peut le considérer pour soi ou pour autrui, ce qui est un critère aussi important. Il existe un grand nombre de troubles en santé mentale. Je vous présente juste ici la manière dont ils sont organisés. Ils sont organisés en grandes catégories. Dans chacune de ces catégories, vous retrouverez plusieurs troubles. Il y a plusieurs troubles anxieux. On a évoqué précédemment quelque chose qui s'appelle le trouble d'anxiété généralisée, mais on va retrouver également l'anxiété sociale, qui est la peur de l'évaluation par autrui, la peur du regard des autres, avec une forme d'anxiété de performance, mais on pourrait aussi parler des phobies. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses, et de nature parfois assez différentes, au sein des troubles anxieux, mais qui sont en lien avec cette peur, cette anticipation et souvent beaucoup d'évitement mis en place par l'individu. Les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, ce qui relève du stress et du traumatisme, les troubles psychotiques et la schizophrénie, ce qui renvoie à une difficulté d'adaptation à son environnement en lien avec une altération de la réalité, les troubles des conduites alimentaires, vous avez probablement déjà entendu parler de l'anorexie ou de la boulimie, qui sont deux parmi d'autres troubles de conduites alimentaires, les troubles neurodéveloppementaux, parmi lesquels on retrouvera le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, par exemple, ou bien encore le trouble du spectre de l'autisme.
les troubles à symptomatologie somatique, où l'expression de difficultés psychologiques va trouver un retentissement et va être au premier plan identifié comme étant quelque chose qui se manifeste au niveau somatique, mais sans qu'il y ait une cause de maladie en tant que telle. Donc on va souvent retrouver aussi des troubles fonctionnels ou la crainte excessive d'avoir une maladie dans cette catégorie-là. Les substances et les addictions, les troubles des impulsions, et ce sont là des troubles très en lien avec la manière dont on se contrôle, on se régule. Les troubles de la personnalité, qui sont assez complexes et associés à la manière dont on réagit dans un grand nombre de situations, de manière assez stable, et qui conduit à une inadaptation à son environnement. Les troubles neurocognitifs, parmi lesquels on pourra citer la démence de type Alzheimer, les troubles veille-sommeil, les troubles dysphoriques de genre, et puis 3 petits points, parce qu'il y en a encore bien d'autres. Maintenant, je vais vous présenter autre chose qui pourra peut-être paraître assez peu intuitif, mais qui est en lien avec les concepts que nous avons aujourd'hui, la modélisation que nous avons aujourd'hui en santé mentale, et qui va être, vous l'aurez peut-être remarqué aussi, en écho à cette définition que proposait l'Organisation mondiale de la santé, où il est question d'envisager la santé comme allant au-delà de l'absence de troubles, de maladies ou d'infirmités. On peut envisager les choses sur 2 axes. Et déjà, la notion d'axe est intéressante parce qu'elle va au-delà de cases ou de catégories. Un axe où il y a des troubles qui peuvent être très sévères à totalement absents. Et cet axe, en quelque sorte, coexiste avec un autre axe qui est celui d'une bonne santé mentale qui renvoie à une idée de bien-être, de capacité à s'adapter, de satisfaction interpersonnelle et environnementale, qui peut être bonne à très bonne d'ailleurs, ou tout à fait fragilisée. Et un individu peut se retrouver avec un trouble psychique, au sens même d'une pathologie diagnostiquée comme on l'a évoqué précédemment, et certains niveaux de santé mentale qui ici s'expriment, vous l'aurez compris, en termes par exemple de bien-être et de satisfaction de vie, qui peuvent être plutôt bons ou plutôt fragilisés, à l'instar de ce que l'on connaît dans des maladies chroniques, où on peut souffrir d'une maladie et malgré tout avoir une bonne qualité de vie, une satisfaction de vie. C'est ce que vous pourrez retrouver par exemple dans l'asthme ou bien le diabète ou bien l'hypertension. On constate aussi que dans l'absence de troubles, cela peut être associé à un bon niveau de santé mentale tel qu'on a pu l'envisager ici, avec le bien-être et la satisfaction de vie, ou à l'inverse, quelque chose qui est fragilisé. Et évidemment, il faut regarder ces 2 dimensions ensemble parce qu'elles peuvent dire quelque chose, peut-être de la fragilité, de la vulnérabilité ou peut-être de la capacité à faire face des individus dans différents contextes. Alors on s'interroge beaucoup sur cette question de la définition de la santé et de la santé mentale en particulier, comme vous l'avez compris. Cela nous renvoie à des fondamentaux, là également. Et parmi les fondamentaux sur les modèles de santé, citons le modèle biopsychosocial qui va considérer que nos états de santé, quand la santé est entre guillemets bonne, mais également nos états de santé lorsqu'il s'agit d'états de santé perturbés, marqués par la maladie, qu'il s'agisse de maladies somatiques ou dans le champ de la santé mentale, eh bien, vont être influencés par des éléments qui relèvent de la biologie, des éléments qui relèvent de la psychologie et des éléments qui relèvent de facteurs sociaux. Et aujourd'hui, on devrait peut-être même le préciser en disant facteurs socio-environnementaux. Il y a des travaux assez intéressants dans le champ de la santé mentale, notamment menés par des collègues britanniques, qui se sont intéressés à l'évolution des registres d'admission dans des soins de santé mentale, notamment donc, en Angleterre et au Pays de Galles, et qui se sont intéressés à ce qui relève des motifs, des déterminants, sur lesquels nous allons également revenir dans un instant. Et les auteurs de cette étude mettent en évidence qu'il y a eu une évolution entre les années 1845 jusqu'aux années 1950. Et ils ont constaté qu'il y avait une diminution de la prise en compte des déterminants sociaux dans ces registres qu'ils sont allés investiguer,
Une diminution de ces déterminants sociaux, ou peut-être plus globalement, on parlerait de déterminants psychosociaux dans ces registres d'admission, au profit d'une description purement centrée sur des symptômes, au profit de quelque chose qui est très en lien aussi avec les méthodes, les conceptions biomédicales qui sont arrivées au fil du temps, qui sont aujourd'hui utilisées, et qui sont, les auteurs le reconnaissent évidemment, nécessaires, mais qui peuvent nous interroger parce qu'à ne pas suffisamment ou ne plus suffisamment prendre en compte qu'il existe des facteurs sociaux, psychosociaux importants dans les états de santé mentale, eh bien, on risque de ne plus suffisamment les intégrer dans l'élaboration de politiques de santé. Donc, les auteurs suggèrent que leur système de santé, parce qu'ils parlent du leur, hein, en l'occurrence, celui au Royaume-Uni, ou une partie du Royaume-Uni, a pu perdre en lisibilité, en capacité à comprendre et ensuite à peut-être accompagner les troubles psychiques. Alors aujourd'hui, dans la recherche en santé mentale, et notamment la recherche en psychologie telle qu'on la développe dans nos équipes de recherche ici, à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et également évidemment dans d'autres unités, mais je vais vous parler de quelque chose que nous, on utilise particulièrement, et qui s'appelle le modèle processuel et transdiagnostique, qui défend une hypothèse très forte. Cette hypothèse est la suivante. Je vais un peu simplifier les choses, mais je crois que le fond de l'idée est là. C'est que les troubles psychologiques sont au premier plan, sont en première intention, en quelque sorte, déterminés par des facteurs psychologiques. C'est une hypothèse forte qui est défendue, et que ces éléments psychologiques eux-mêmes sont associés aux aspects biologiques, aux aspects socio-environnementaux et à d'autres aspects qui relèvent de l'histoire personnelle, des circonstances de vie. En somme, on reprend le modèle biopsychosocial que l'on a pu évoquer précédemment, mais on va le réorganiser, il va être hiérarchisé différemment, avec cette idée forte donc que l'état de santé mentale, voire le trouble psychique, a comme élément causal prioritairement envisagé des mécanismes psychologiques, par exemple la manière dont je régule mes émotions, par exemple la manière dont je gère mon stress, par exemple la manière dont je peux réfléchir, ruminer, avoir des pensées spontanées. Et si ces éléments vous intéressent, je vous invite à aller revoir, redécouvrir peut-être des précédents amphis pour tous faits par mes collègues des laboratoires de psychologie qui ont porté sur ces thématiques-là. Et ces mécanismes psychologiques, eh bien, vous l'avez compris, eux-mêmes sont influencés par des aspects biologiques, des états de santé, une certaine fragilité aussi au niveau génétique qu'on peut prendre en considération dans les troubles psychiques, des facteurs socio-environnementaux et évidemment des circonstances de vie. Mais aujourd'hui, il est question de notamment intégrer les facteurs socio-environnementaux et les mécanismes psychologiques dans les travaux, dans tout un ensemble de travaux qui vont porter sur le soin, la réhabilitation des personnes qui sont en situation de troubles psychiques et évidemment dans le domaine de la prévention. Ceci nous amène à parler plus spécifiquement des déterminants et de ce qui participe à peut-être fragiliser, ce qui constitue un facteur de risque pour la santé mentale. Probablement, dans le domaine de la santé mentale, à propos de la santé mentale, probablement avez-vous déjà entendu cette expression « pas de santé sans santé mentale », qui consiste à envisager que différentes facettes de santé, telles qu'elles avaient été définies, un aspect somatique, un aspect mental, un aspect social, sont liées. Et donc vous avez notamment un ensemble de travaux qui ont été publiés dans certaines revues, qui ont été repris comme étant un élément assez fort de la politique, par exemple, menée par l'OMS ou par des organisations gouvernementales, et qui s'est basé sur des données assez éloquentes, nous indiquant que dans les problèmes de santé, on peut considérer qu'il y a des problèmes de santé qui relèvent des maladies transmissibles
infectieuses et des maladies non transmissibles, que les maladies psychiques ou ce qu'on appelle les psychopathologies ou ce que l'OMS également appelle les maladies ou les troubles neuropsychiatriques, eh bien, occupent une place importante dans le champ de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, et que cette place, elle est plus importante encore que la place occupée par les maladies cardiovasculaires ou les cancers, qui sont des enjeux majeurs, qui ont un retentissement sociétal et individuel énorme. Et les auteurs qui se sont intéressés à cette relation entre santé somatique et santé mentale ont découvert que des déterminants, des facteurs de risque pour la santé mentale pouvaient être partagés, être communs avec les facteurs de risque et les déterminants en santé physique, que des mécanismes physiologiques, appelons-les biologiques, appelons-les aussi neuropsychologiques, peuvent être communs, et que cela va nous dire quelque chose de l'état de santé global des personnes avec ces différentes facettes, et peut-être nous amènerait à terme à ne plus autant vouloir différencier santé physique versus santé mentale. Alors pour vous donner un petit exemple, la dépression, qui est un trouble caractérisé par une élévation des émotions, des affects qui sont négatifs, beaucoup de tristesse, beaucoup de détresse, pour ne citer que ces éléments-là au niveau des émotions. La dépression qui est aussi associée à une diminution de la motivation, des intérêts de la personne, qui est associée à des perturbations de l'alimentation, du sommeil, ou bien encore des difficultés d'attention, de concentration, de prise de décision, qui est également associée à un haut niveau de culpabilité et des idées négatives pouvant être des idées en lien avec la mort ou sa propre mort. Eh bien, cette dépression, que l'on peut décrire comme je vous le fais avec des critères qui sont très centrés sur les émotions, les pensées ou des comportements, eh bien, ce qu'on appelle la dépression, c'est aussi associé à une perturbation du métabolisme de la sérotonine, du cortisol, en lien avec cela une perturbation du système immunitaire. Et quand on a cet ensemble de perturbations biologiques, eh bien, on va se retrouver, certes avec les symptômes centraux de la dépression que je viens de vous citer précédemment, mais aussi avec des problématiques cardiaques, vasoconstriction, hypertension, une inflammation de l'organisme qui peut aller jusqu'à un syndrome métabolique et une plus grande facilité infectieuse, chose qui a notamment été assez remise en avant, pourrait-on dire, malheureusement à l'occasion de la crise sanitaire Covid-19. Eh bien, cette dépression, qui a cette base biologique et qui est associée à des comportements, des fonctionnements mentaux et globalement, vous l'aurez compris, c'est les pensées, les émotions de manière assez particulière, va être associée à des comportements à risque pour la santé. Et on va se rendre compte que la dépression va favoriser des comportements à risque pour la santé en termes d'alimentation, en termes de consommation de substances, en termes de sédentarité, autrement dit, pas suffisamment d'activité physique, et que ces modes de fonctionnement, en termes d'alimentation, de consommation de substances ou de sédentarité, vont eux aussi favoriser la dépression. Ces comportements de santé étant très importants dans le développement de maladies chroniques, comme par exemple l'hypertension artérielle, ou bien encore le diabète de type 2. Et les études ont mis en évidence un certain nombre de facteurs de risque, à la fois génétiques et environnementaux communs, qui sont particulièrement étudiés, car aujourd'hui, ce que l'on sait, là aussi d'un point de vue épidémiologique, c'est que les personnes qui souffrent de troubles psychiques sont en moins bonne santé au niveau somatique, et que dans certains troubles, cela a pour conséquence une réduction de l'espérance de vie qui peut aller jusqu'à 20 ans, ce qui est, je pense, vous en conviendrez, énorme, une réduction de l'espérance de vie à cause des maladies et pas uniquement à cause du risque suicidaire. La notion de déterminant dont on parle, je vais l'illustrer aussi en expliquant quelque chose que l'on évoque dans ma discipline, en psychologie, mais qui s'évoque aussi ailleurs. On dit que corrélation n'est pas causalité. Eh bien, ici, on va être sur cette idée-là. Les déterminants, ce ne sont pas des éléments qui causent les maladies, mais ce sont des éléments qui sont associés aux maladies. Ce sont des éléments qui vont influencer l'état de santé, qui vont participer à une dégradation de l'état de santé, sans être des causes directes. Alors,
notamment en reprenant une infographie. Alors cette définition et puis cette infographie reprise par des instances sanitaires comme l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou bien l'Institut national de santé publique du Québec, mais ces déterminants sont de différentes natures. Il y a mes comportements, ce que je mange, ce que je fais comme activité, les choix que je vais faire sur ma mobilité, sur mon bol alimentaire, ça fait partie de ce qui va façonner, peut-être en fragilisant ou peut-être en participant à protéger mon état de santé, autant physique que mental. Il y a des éléments qui relèvent des facteurs socio-économiques, l'accès à l'éducation, le fait de ne pas être dans une situation de précarité, le fait d'avoir aussi accès à la culture, tout cela va participer à un certain état de santé par le fait d'avoir des individus sensibilisés, stimulés, ce qui est des choses particulièrement importantes et on y reviendra aussi dans le contexte du développement du plus jeune enfant. Des facteurs environnementaux qui vont aussi concerner les grands enjeux aujourd'hui, par exemple autour de la pollution atmosphérique ou bien encore du changement climatique. Une part aussi de notre état de santé est associée à la question du système de soins. Est-ce qu'il y a des soins qui sont adaptés et est-ce qu'ils sont disponibles? Bien évidemment, alors est-ce que c'est 5 à 10%? Les chiffres peuvent varier un petit peu, mais il y a le patrimoine génétique. Il y a ce qui concerne par exemple des facteurs biologiques, il y a des antécédents médicaux qui vont entrer en jeu, mais on va aussi ici préciser la chose suivante. Les éléments qui relèvent de notre génétique, de notre biologie, qui peuvent être très importants dans la compréhension du développement de certains troubles en santé mentale, ne vont, dans la plupart des cas, exercer un rôle, jouer un rôle, que sous l'effet de certains environnements. Donc il y a vraiment cette notion très importante ici à avoir, qui est que ce que l'on fait, comment on le fait, dans quel cadre on le fait, est a priori numériquement même plus important encore que ce qui nous constitue. Donc ça, c'est un point sur lequel on reviendra et dont peut-être vous avez déjà un petit peu entendu parler quand on parle d'épigénétique. Et on y revient précisément ici avec une autre publication importante dans le domaine que je vous ai traduit rapidement, qui s'intéresse aux facteurs de risque pour l'individu, notamment dans une certaine période de vie sensible, dans le développement de l'individu, qui va même de la vie intra-utérine dans le ventre de la maman jusqu'à l'adolescence. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, une donnée forte que l'on a, c'est que près de la moitié des signes, des symptômes qui composent des troubles psychiques vont être constitués, vont être présents avant l'âge de 14-15 ans. Ce qui renvoie souvent à cette idée que si on veut aussi innover dans le domaine de la santé mentale pour mieux prendre en charge et mieux prévenir, l'innovation se situe du côté des sujets jeunes, peut-être des familles, peut-être des systèmes d'éducation, pour essayer de toucher un maximum de monde le plus tôt possible. Alors il y a des facteurs génétiques, évidemment, il y a des personnes qui ont une très grande fragilité génétique pour certains troubles, qui sont dans ce que la littérature appelle le très haut, l'ultra haut niveau de risque. Ça concerne une part assez mince en fait de la population, mais c'est à prendre en considération pour mieux comprendre ce qui participe à la vulnérabilité. Globalement, n'oublions pas que dans le contexte de la santé mentale, en l'état actuel des connaissances, on estime la chose suivante, c'est qu'on ne transmet pas génétiquement une maladie. On transmet parfois une fragilité au niveau génétique qui pourra s'exprimer dans certains contextes. Donc vous voyez que les choses sont beaucoup plus indirectes et dépendantes d'un grand nombre de facteurs que la transmission d'un signe, d'une caractéristique, d'un phénotype direct, comme on peut se transmettre par exemple la couleur des yeux ou des cheveux. Vous voyez que ce n'est pas du tout du même ordre. Alors il y a des facteurs biologiques importants autour de la nutrition, y compris
pendant la grossesse, chez le très jeune enfant. Il y a des facteurs importants comme le fait d'avoir été exposé à certaines infections, à certaines maladies, à nouveau, durant la période fœtale ou les premiers instants de vie, parce que ça peut être associé à une naissance prématurée, elle-même associée à un poids plus petit, plus faible à la naissance, qui peut être aussi un facteur associé à une gérification, à un développement du cerveau qui pourrait être différent, qui lui-même pourrait être associé à des difficultés cognitives, qui pourrait amener à des perturbations d'apprentissage ou des perturbations sociales, qui pourraient à un moment amener à des troubles. Vous voyez les chemins, on commence à les comprendre. C'est, moi je trouve en tout cas, avec tous les biais que je peux avoir sur cette thématique-là, je trouve cela passionnant de comprendre ces éléments-là. Mais ce que l'on comprend aussi, c'est que c'est certes passionnant, mais tout à fait complexe. Il y a des éléments qui relèvent du fonctionnement au sein d'une famille, parce que la famille, c'est un premier cercle très important dans le développement, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont en situation de soins et d'éducation, donc ça va même au-delà des parents, et ça va même aller jusqu'aux professionnels potentiellement de la petite enfance et du domaine de l'éducation, avec le fait de stimuler versus, par exemple, de ne pas stimuler, voire d'être dans des comportements de négligence. Et puis, un échelon qui est celui de la société, la présence de stigmatisation, de précarité économique, de violence, de harcèlement, la faiblesse dans les liens sociaux participe en fait à une grosse partie du risque en santé mentale, en particulier chez les sujets les plus jeunes. Alors en ce qui concerne tous ces éléments, aujourd'hui, on les prend en considération pour être dans l'action, et il s'agit de soigner, prévenir et promouvoir. Les professionnels qui vont être, me semble-t-il, au premier plan, sont les professionnels du domaine de la médecine, de la santé au sens peut-être habituel du terme, et on retrouvera notamment les psychiatres, les personnels paramédicaux, citons là aussi par exemple les infirmiers et infirmières, et puis il y aura aussi les psychologues. Alors peut-être que ça peut être intéressant de prendre un très court moment pour définir ce qu'est la psychiatrie et ce qu'est la psychologie. En reprenant notamment ce que le Collège national des universitaires en psychiatrie, le CNUP, définit, la psychiatrie est une spécialisation de la médecine qui cherche à diagnostiquer, traiter et prévenir les troubles de santé mentale à différents âges de la vie, par le recours notamment à la sémiologie, la connaissance des diagnostics, des signes, en utilisant l'entretien clinique, par la pharmacologie et aussi par le soin dit psychosocial, donc tout un volet non médicamenteux, non pharmacologique. La psychologie, probablement plus large que ça, est une science qui porte sur la compréhension du comportement cognitif, conatif et social, normal et pathologique, dans son environnement et dans son développement en lien avec son substrat biologique. Je vous ai repris ici la présentation de la psychologie que nous faisons ici à l'Université Savoie-Mont-Blanc auprès des lycéennes et lycéens ou auprès des jeunes étudiants et étudiantes qui intègrent le cursus. Et vous voyez bien que ça va au-delà des problèmes de santé, au-delà des pathologies, mais c'est aussi intéressant si on veut considérer la santé comme au-delà de simplement la question de la maladie. Et puis peut-être un troisième volet à présenter, c'est celui de la psychothérapie, qui est une spécialisation de professionnels en santé mentale dans la prise en charge non médicamenteuse, les psychothérapies ayant vocation à agir sur des pensées, sur des ressentis, sur des émotions, sur des comportements qui ont un retentissement dans la vie de la personne. Alors que l'on parle de psychiatre, que l'on parle de psychologue, que l'on parle de psychothérapeute, on parle ici de 3 professions réglementées, 3 professions qui interviennent dans le domaine de la santé. Et vous aurez peut-être constaté qu'un grand nombre de personnes qui se positionnent dans le champ de la santé mentale peuvent avoir un positionnement qui n'est pas forcément celui de la santé telle que l'on définit ici, qui peut être beaucoup plus en lien avec le bien-être et la qualité de vie, pour prendre des termes peut-être plus larges, et peut faire appel à d'autres professions. Attention aux objectifs que l'on peut avoir. S'il s'agit de prendre en charge une problématique de santé, il faut être très vigilant au fait que l'on s'adresse à des professionnels qualifiés. Alors vers qui se tourner? On en a déjà évoqué
quelques-uns, quelques-unes. Parmi les personnes ressources, les psychiatres, les psychologues, les médecins traitants, les médecins généralistes, qui sont souvent au premier plan et dont la formation vise à être depuis quelque temps renforcée sur ces problématiques de santé mentale, les infirmiers et les infirmières, et plus récemment les IPA, infirmiers, infirmières en pratique avancée, qui vont aussi avoir des responsabilités augmentées et accompagner une prise en charge médicale avec certaines prérogatives. Ne pas oublier le rôle des pharmaciennes et des pharmaciens qui peuvent avoir un rôle important dans le suivi des traitements, dans l'éducation thérapeutique. Il y a tout un ensemble de professions aussi qui vont accompagner avec une certaine technique la remédiation, le rétablissement en lien avec certains symptômes, l'ergothérapie, la psychomotricité, l'orthophonie. Et puis vous avez compris au regard des déterminants qu'il est aussi important de s'orienter vers des travailleuses sociales, des travailleurs sociaux, par exemple, quand il s'agit de problématiques de logement, de précarité économique ou de contexte de vie. À nouveau, il est essentiel de faire très attention à la formation des professionnels, et même chez ces professionnels qui sont ici identifiés, qui sont des professionnels au sens très large de santé ou du champ sanitaire et social, il est très important de s'assurer de la justification des techniques utilisées, car aujourd'hui, on sait que toutes les interventions n'ont pas le même niveau de preuve ou d'efficacité, certains ayant une assez faible efficacité, voire parfois un effet délétère. Donc c'est un enjeu. On peut espérer, ça commence à venir, que nous allons être de plus en plus renseignés, de plus en plus dotés par des recommandations de sociétés savantes ou bien encore d'une instance comme la Haute Autorité de Santé. À mon avis, ce qui marche le mieux, c'est non pas quand on a des cases qui sont mises les unes à côté des autres, mais quand tout le monde travaille ensemble. Et quand on parlait des sujets jeunes, quand on parlait de la parentalité, il y a aussi un rôle important, par exemple, qui est conféré aux sages-femmes. Vous voyez que c'est l'affaire de toutes et tous qui doivent travailler ensemble avec un objectif qui est celui du rétablissement. Un rétablissement médical, certes, avec des critères professionnels qu'un certain nombre de psychiatres et psychologues pourront, par exemple, réévoquer sur les critères d'une pathologie, ce qui fait qu'on a un diagnostic ou qu'on sort d'un diagnostic, qu'on va vers une rémission et un rétablissement, à nouveau basé sur des critères de cet ordre, mais aussi un rétablissement personnel, donc basé sur des critères personnels. Et là, on va faire référence notamment au courant de la réhabilitation psychosociale qui va prendre en considération le potentiel, la motivation de la personne, ses projets, comme étant des éléments qui constituent des objectifs au même titre qu'une réduction de symptômes. Et donc vraiment, c'est qu'une personne ait un projet de vie personnel, académique, professionnel, affectif, etc. Et pas uniquement voir des symptômes réduire à travers les prises en charge. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de choses fonctionnent, y compris très en amont, y compris dans ce qu'on appellera donc la prévention. Mais une question se pose, la prévention relève-t-elle de la science-fiction? Et là, vous avez deux auteurs qui ont établi un édito dans ce domaine en indiquant la chose suivante. Imaginez, on vous dit qu'il existe un outil qui peut améliorer certains problèmes de santé qui peuvent être graves et très coûteux, et qui peut même, cet outil, vous faire économiser beaucoup d'argent. La question évidente serait alors, pourquoi cet outil n'est-il pas utilisé? Eh bien, on se pose cette question, les auteurs se posent cette question lorsqu'il s'agit de la prévention des troubles psychiques. Ils considèrent que c'est une énigme, et ils indiquent que l'énigme est en partie expliquée par le fait que le bénéfice économique est souvent différé. Faire de la prévention, c'est s'inscrire sur un temps parfois long, et qu'on n'en a pas forcément le bénéfice tout de suite. Et les auteurs ont indiqué cela. Le retour n'est souvent pas attribuable à celles et ceux qui ont décidé de cet investissement, par exemple les femmes et les hommes politiques, disant que le temps des mandats politiques n'est pas le même temps que celui de la santé publique et des actions de prévention. Mais aussi le manque de priorisation, le halo de préjugés et stigmatisation. Aujourd'hui encore, un certain nombre de personnes pensent que la santé mentale, ça ne se comprend pas, ça ne s'évalue pas, que la santé mentale peut être associée à une fatalité, qu'il y a tout un ensemble de
déterminisme qui nous fige dans des situations, tout comme en termes de représentation totalement erronée et néfaste, il y a la question par exemple de la dangerosité des troubles, la dangerosité des personnes qui sont atteintes par des troubles, qui n'est quelque chose qui n'est absolument pas établi, avec même des données qui indiquent que des personnes qui souffrent de troubles vont plus souvent être victimes en certains contextes que des personnes qui n'en souffrent pas. Néanmoins, vous aurez probablement remarqué qu'il y a une manière de traiter l'actualité qui peut être plutôt orientée et nous donner l'impression que les problématiques, par exemple de comportement, d'agression, sont en premier lieu liées à des diagnostics de santé mentale, de psychiatrie, de psychopathologie, alors que très souvent, plein de troubles à l'ordre public, si on peut les résumer comme ça, j'aimerais parler sous contrôle de juristes, mais sont en dehors de diagnostics de santé mentale. Alors pour terminer, quelques exemples de prévention. Il existe aujourd'hui la promotion de la santé. La promotion de la santé, vous la connaissez, c'est parler de ce qui est favorable et ce qui va protéger votre état de santé. Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, dans le domaine des cancers, on peut vous parler des maladies, on peut vous parler des comportements à risque, mais on peut aussi vous parler de ce qui vous protège, comme par exemple manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, un certain nombre de pas par jour. Je schématise, je simplifie en partie, mais on va vous indiquer des éléments qui participent à protéger votre santé, ou à l'améliorer même en certains cas. Et on va uniquement parler de ça, on ne va pas parler des symptômes, des maladies, des troubles. Dans le domaine de la santé mentale et de la promotion de la santé mentale, avec même ce qu'on appelle parfois la santé mentale positive ou la promotion du bien-être, on peut parler des compétences psychosociales. Et ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup à l'heure actuelle, y compris en France, qui a vocation à se développer notamment à travers des travaux conduits avec Santé publique France dans l'enseignement scolaire primaire, maternelle, primaire et secondaire, mais aussi dans les universités. C'est travailler la gestion du stress, c'est travailler la manière dont on communique, c'est travailler l'esprit critique, en faisant l'hypothèse que tout cela nous aidera à adopter des meilleurs comportements favorables à notre santé physique et mentale. Vous avez un programme dont peut-être un certain nombre d'entre vous a déjà entendu parler, qui s'appelle Unplugged, qui est un programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire, qui va reprendre des compétences psychosociales, comme par exemple l'esprit critique, en lien avec des problématiques de consommation de substances, comme par exemple la cigarette ou bien encore l'alcool. Donc là, on a franchi un cap, on est passé de la promotion de la santé à de la prévention, parce qu'on va parler des problèmes de santé, parler en l'occurrence des addictions ou bien encore du harcèlement. J'ouvre une courte parenthèse, mais on est ici sur des choses qui sont très en lien avec une annonce d'un précédent ministre de l'Éducation nationale qui avait parlé de l'empathie, des cours d'empathie à l'école. C'est ce qu'on retrouve dans cette thématique-là. On peut avoir de la prévention aussi sur la rechute, parce que tout l'enjeu est de faire en sorte que des personnes qui ont traversé des difficultés puissent ne pas les traverser à nouveau, ou puissent en tout cas avoir un certain nombre d'outils pour être en vigilance sur les premiers signes de risque et puis pouvoir être très actifs dans leur rétablissement. Donc, par exemple, la thérapie cognitive dans le cadre de la dépression associée à de la pleine conscience. Probablement avez-vous déjà entendu parler des premiers secours en santé mentale qui ont pour objectif de former la population à du secourisme en santé mentale, repérer les premiers signes, ce qu'on appelle parfois les signaux faibles, mais repérer aussi les situations de crise et agir en tant que secouriste, c'est-à-dire agir entre une personne qui présente des difficultés et les professionnels du soin, les professionnels de santé. Tout comme on va pouvoir mettre en sécurité quelqu'un qui se blesse grièvement avec les gestes qui sauvent. On ne va pas se substituer à un médecin urgentiste ou à quelqu'un qui fait de la chirurgie, mais on va s'assurer que la personne est en sécurité et a un maximum de chances de pouvoir sortir de cette situation avec le moins de dommages possible. C'est la même idée. Donc, former des citoyens et des citoyennes sur
les problématiques de santé mentale, à nouveau les signaux faibles et les situations de crise. Et nous sommes assez contents aujourd'hui d'être engagés dans un projet de recherche pour mieux comprendre comment fonctionne le secourisme en santé mentale aujourd'hui dans un consortium d'universités qui implique notamment l'Université Savoie-Mont-Blanc ou bien encore l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Rhin-Champagne-Ardenne et un certain nombre d'autres universités ou d'hôpitaux. On peut citer aussi la prévention face à des états de crise ou après les états de crise. Et là, vous avez le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide, qui est aussi un site internet, le 3114.fr, ou bien encore Vigilance qui accompagne les personnes après des épisodes suicidaires et participe aussi à la veille dans ce domaine. Alors pour terminer, la question qu'on va se poser, c'est « et maintenant, que faire de tout ça ?» Et j'aimerais terminer cette présentation en vous indiquant qu'il est très important de s'engager dans le changement et de soutenir la recherche, avec un enjeu majeur dans le champ de la déstigmatisation, de la compréhension de l'influence des contextes et des mécanismes qui protègent ou qui fragilisent la santé mentale, dans toute cette action essentielle, je pense que vous l'aurez compris, autour de l'intervention précoce associée au repérage des premiers signes, dans le fait d'individualiser les accompagnements, dans le fait de soutenir une prévention à différents niveaux, très très en amont et sur des facteurs positifs avec la promotion de la santé, jusqu'à des aspects tertiaires, c'est-à-dire accompagner la rechute, donc la prévention à différents niveaux, et puis faire en sorte aujourd'hui que l'on puisse bénéficier des meilleurs niveaux de preuve en santé mentale comme dans d'autres problématiques de santé. Et pour cela, à l'Université Savoie-Mont-Blanc, comme cela a été gentiment rappelé pendant l'introduction, il y a une chaire qui est un groupe de recherche qui regroupe plusieurs chercheuses et chercheurs de plusieurs disciplines, qui est adossée à notre structure fédérative de recherche interdisciplinaire, qui est soutenue par la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et cette chaire, elle va continuer, parce qu'elle a commencé, elle va continuer à développer des projets de recherche et de sensibilisation du grand public ou des populations qui en ont le plus besoin dans le domaine de la santé mentale. Et vous entendrez a priori parler de cette initiative ici à Chambéry, sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, mais aussi de manière nationale prochainement, parce que nous avons vocation à conduire des études qui, pour la première fois, de manière innovante, viendront utiliser les modèles les plus récents de la recherche, notamment processuelle, mécanistique, qui mettent à jour le modèle biopsychosocial, qui nous permettent derrière de développer des interventions et de se poser la question de l'efficacité de nos interventions, ce qui est vraiment quelque chose dont nous avons fortement besoin. Et tout ça s'inscrit pleinement à la fois dans une feuille de route santé mentale et psychiatrie qui est déjà existante et qui a vocation a priori à être reconduite, et bien évidemment s'inscrit dans le cadre de la grande cause nationale. Voilà, je vous remercie très sincèrement pour votre attention et c'est avec plaisir et intérêt que je répondrai à vos questions. Merci beaucoup.